Alors, vous voyez que le musée se voit bien depuis ici, il est bien intégré. L'architecture que vous avez choisie, c'est volontaire? Non, c'est un Soudanais qui travaille dans les pays du Golfe et qui a fait une architecture un petit peu kitsch et amusante, qui se distingue nettement de la tradition nubienne, mais qui reste dans cette tradition. Alors je dirais que ce musée devrait être un cadeau pour un archéologue, surtout après avoir fait une découverte aussi fantastique que c'est cette statue monumentale. Alors elle représente 7 très puissants rois de Nubie. Pour la statue centrale, celle de Taharqa, ces 2 suivantes de Tanoutamon, ce sont des pharaons qui ont dirigé la Nubie et l'Égypte, qui étaient donc des gens extraordinairement puissants et qui, par leur qualité, sont arrivés à devenir de très grandes personnalités de cette région et d'Égypte. Ce sont leurs successeurs qu'on voit devant, qui sont Senkamanisken. C'est un nom qui paraît un peu bizarre, celle de droite ici, avec son costume de prêtre, avec une tête de panthère sur le ventre, et là aussi une autre représentation du même roi de Nubie, qui, comme vous le voyez immédiatement, a la couronne de Haute et Basse Égypte. Et on peut bien comprendre que pour les Égyptiens, ça devait être un peu gênant d'avoir ces rois de Nubie qui se prévalait d'être roi de Haute et de Basse Égypte. Puis en avant, c'est Anlamani qui a cette coiffure, elle aussi de Haute et Basse Égypte, auquel il faut ajouter les cornes d'Amon, qui est un décor qui existe depuis le Nouvel Empire et qui reste dans la tradition nubienne ici, et qui est extraordinaire. Vous voyez aussi que tous ces rois portent un double uréus, un double petit serpent devant leur couronne, et c'est naturellement parce qu'ils sont rois des 2 pays. Et puis la plus petite statue qui est en avant, c'est celle d'Aspelta, qui est un roi qui, bien que la dimension soit inférieure par rapport à ses ancêtres, va devenir l'un des rois les plus puissants de cette région, puisqu'il a eu un règne de près de 25 ans, et qu'il devient vraiment un personnage incontournable de la Nubie. Il va déplacer au fond la capitale de Nubie à Djebel Barkal, où là il pourra régner dans de bonnes conditions. Ces rois règnent à peu près un siècle, entre 680-690 et 590. Alors, ces statues ont été trouvées en fragments dans un puits de 3 mètres de large par 2 mètres de profondeur, entre 2 temples à Doukigel. Il a été remonté par un spécialiste allemand qui s'appelle Markus Bleuth et qui est arrivé au prix de très grandes difficultés à reconstituer tous ces éléments. Donc tout ce que vous voyez là sont des éléments originaux et n'ont rien à faire avec une reconstitution en plâtre ou en bois. C'est la situation au moment de la découverte, où vous voyez les statues qui sont tout de même rangées, puisque les têtes sont en bas, les corps sont au milieu et les pieds sont en haut. Donc quelqu'un qui a pris soin de... On a fait très attention de ne pas les casser et de les mettre en place le mieux possible. Donc c'est un prêtre, certainement, qui a voulu faire un travail parfait, en les respectant. C'est ainsi que la population a pu se déplacer
pour venir voir leurs ancêtres dans cette fosse. Et on voit là le système de visite que l'on avait mis en place sous bonne garde, de manière à ce que chacun puisse venir voir au moment de la découverte où étaient placés ces rois ancêtres. Ici, c'est vraiment une nouvelle identité qui est apportée indirectement à la population, qui pensait que l'histoire était réservée à l'Égypte, qui était réservée à d'autres régions, à l'Europe ou au bassin méditerranéen, mais en tout cas pas au Soudan. Eh bien, maintenant, plus personne, après avoir suivi des cours dans les écoles soudanaises, n'aura envie de dire cela. Ça, c'est peut-être une des plus belles réussites liées à cette découverte. Vers 2500 avant Jésus-Christ, les potiers de Kerma sont capables de faire de véritables œuvres d'art. Si vous venez, vous pouvez voir la finesse du décor, de la lèvre, de ce pot. Oui, c'est une technique tout à fait aboutie, avec une panse rouge, l'intérieur noir brillant et un décor de lèvres extraordinaire par sa finesse. On est vers 2500, 2050 avant Jésus-Christ pour ces deux vitrines. Alors là, on a voulu ranger les choses dans l'ordre chronologique. On est à 2050 avant Jésus-Christ pour les plus tardifs, comme celui-là. Vous voyez qu'il y a un décor en petits pois repoussés, qui est assez rare, mais qui est assez caractéristique du Soudan, et qui ressemble à certaines scarifications des décors de peau que les Noirs du sud du Soudan ont. Peut-être que vous verrez dans la rue des Nouers ou des Dinka, voire des Morlaix, qui ont les yeux soulignés par des petites boules du même type que cela. Donc là, on voit des types d'influences qui existent entre le sud du Soudan aujourd'hui et le Soudan central ou le nord du Soudan où nous sommes. Dans ces deux vitrines, ces trois vitrines, on a les époques suivantes, qui est une époque très importante en 2050 et 1750 avant Jésus-Christ, où vous voyez le type des céramiques est un peu différent de celui qu'on a vu. C'est moins fini, c'est moins fin, mais les formes sont plus développées, c'est plus grand et le décor aussi devient plus large, plus marqué. Ici, une petite girafe, par exemple, qui apparaît sur cette panse. D'autres, enfin, et avec les premières importations d'Égypte, vous voyez, cette jarre-là est importée d'Égypte, ça veut dire que des parfums étaient utilisés par les gens de Kerma, des parfums qui arrivaient d'Égypte. Dans la dernière vitrine, vous voyez une céramique typique de Kerma, ce qu'on appelle les bakers, c'est-à-dire des formes en tulipes, et qui nous montrent au fond le côté extraordinairement raffiné de cette céramique aux dernières périodes.